Bien, Monsieur Floris. Point par point. Bon, sur Ford, c'est un dossier particulier. Alors, c'est vrai que nous suivons bien le dossier. En l'occurrence, c'est vrai que c'est facile de dire après, on aurait pu voir le problème avant. Parce que, si vous voulez, je considère Ford comme quelqu'un de mauvaise foi, en l'occurrence, puisqu'il nous a menti, il vous a baladé des années, il nous a menti. Aujourd'hui, il justifie sa décision par une comparaison de coûts, mais comme on l'a fait remarquer dans le dernier comité de suivi, j'ai fait dire aux dirigeants de Ford que les coûts des facteurs en France étaient légèrement inférieurs aux coûts des facteurs aux États-Unis. Donc la différence de coût ne vient que de la taille de l'entreprise, et donc c'est une décision d'investissement qui date de plusieurs années, de construire une très grosse usine de boîtes de vitesse par rapport à de 800 000 ou 900 000 par rapport à une usine qui en fait 100 000 comme Bordeaux. Donc si vous voulez, si on avait eu des informations ou si on les avait titillés sur les informations plus tôt, c'était un truc, si vous voulez, annoncé. Donc maintenant, comme vous le savez très bien, on essaie de travailler avec Ford, si je puis dire, en certaine confidentialité, et on reviendra sur le comité de suivi, peut-être début mai, enfin, je sais que le préfet est en train de fixer une date. L'essentiel, c'est de trouver un avenir pour ce site. Nos moyens de pression sur Ford sont finalement assez limités, sauf à les emmerder, excusez-moi, sur d'éventuels PSE, reconversion sociale, etc. Donc, c'est vrai. Donc, on essaie de... enfin, on est actif sur, je dirais, la recherche de solutions du futur et de voir si, avec eux, si vous voulez, il y a possibilité de trouver un compromis. Donc, ma position là-dessus, vous avez vu que, comme j'étais combatif vis-à-vis de Ford lors du dernier comité de suivi, maintenant, je passe un peu plus la pommade et je vais discuter avec eux pour voir si je peux trouver une solution. Et comme la diplomatie, hein, c'est un coup de bâton et une gentillesse. Bon, j'alterne. J'ai fait la même chose sur Bosch. Hein. L'usine était coincée à Rodez. Je les ai engueulés comme du poisson pourri parce que les dirigeants de Bosch n'avaient même pas le courage de venir à Rodez. Le directeur général de Bosch France avait besoin de demander l'autorisation à l'Allemagne pour que son directeur de site se déplace à la préfecture pour venir discuter. Bon, je les ai engueulés comme du poisson pourri. On a trouvé une solution et maintenant j'ai fait copain, je vais l'inviter à manger. On fait une réunion. Vous voyez, toute la vie, c'est ça. Hein, quelle vision on a, quel est l'objectif, après on se débrouille. Et ce qu'il faut, c'est pas changer l'objectif en fonction du résultat. Moi, j'exigeais toujours, vous savez, quand on prenait une décision d'investissement, c'est de dire, voilà, on fait ça, et quels sont les critères clés de réussite. On continuera, ou un plan de rationalisation, il faut avoir atteint ceci et cela, et se l'écrire avant. Ou quand vous faites un programme de recherche et développement, c'est de dire, je vais dépenser tant de dizaines de millions d'argent, mais je veux ceci et cela, et l'écrire avant, pas en fonction des derniers résultats qu'on a trouvés, parce qu'on se cesse toujours en papaouté. Donc, c'est vrai que Ford, c'est un mauvais exemple, si vous voulez. C'est une entreprise qui n'est pas responsable et où les dirigeants mentent, pour être... Non, ils ne sont pas business honnêtes. Ouais, c'est ça. C'est pas le business. Si vous voulez, dans notre monde occidental, on doit être honnête et transparent. Et eux ne sont pas transparents. Donc, si vous voulez, pour l'instant, enfin, je suis comme vous, hein, nous partageons la même vision. C'est que de temps en temps, il faut les engueuler. On est bien obligé de faire avec eux. On ne va pas nationaliser Ford. De toute manière, on ne saurait pas le faire. Hein. Bon, voilà. Alors, après, sur le problème de l'État stratège, etc., vous avez soulevé des points très importants. La compétitivité de la France par rapport aux autres pays. Alors, je sais que, si vous voulez, on parle des écarts de coûts salariaux. Ils sont réels. Moi, j'avais sorti lorsque j'avais eu la visite du candidat Emmanuel Macron dans une de mes usines pendant la campagne présidentielle, j'avais sorti pour mon entreprise la différence de coûts salariaux et de revenus nets pour des personnes ayant le même boulot dans plusieurs pays européens. Et on s'apercevait que quand même la France était un peu le plus cher. Alors je sais bien que maintenant on me dit que la France est un peu moins chère que l'Allemagne, mais dans mon cas personnel c'était encore 10% cher. D'accord ? Il y a le temps de travail qui joue et les charges sociales. Après en revenu net, si vous voulez, le français ne gagne pas plus que l'allemand. Après le français dans les petits salaires, le français gagne beaucoup plus que l'espagnol ou l'italien parce que l'impôt est très faible en France, enfin, comment dirais-je, très bas, alors qu'il démarre beaucoup plus bas dans les autres pays. Ça, c'est un facteur. Ensuite, vous avez tout à fait raison, c'est les charges, c'est la complexité de notre système, et que des pays qui se disent libéraux comme l'Allemagne ont
ont pour les grandes entreprises, par exemple de l'énergie, un coût moins cher, si vous voulez. Ce qu'on avait vu chez Saint-Gobain, et je l'avais ensuite chez Veolia, dont j'étais président, le coût de l'énergie électrique, alors qu'on a des centrales nucléaires en France, est moins cher pour les entreprises allemandes, énergie intensive, que pour les entreprises françaises, en France. OK ? Donc, mais je dirais, ça, c'est des facteurs. Je pense qu'avec l'évolution des coûts salariaux, on devrait se rattraper. Sur l'énergie, je pense que là aussi, ça va converger parce que l'Allemagne a quand même fait beaucoup de dépenses sur l'énergie renouvelable, donc ils vont bien être obligés de chercher de l'argent. Donc il y aura des subventions un peu moins importantes. Après, la fiscalité, c'est vrai, il faut simplifier. Mais pour moi, le facteur le plus important, c'est la formation et c'est la disponibilité de personnel qualifié. Franchement, je fais du business avec l'Allemagne depuis 30 ans. Et dans les entreprises que j'ai dirigées, je suivais mes coûts assez sérieusement. Je n'ai jamais embêté les dirigeants de mes filiales allemandes sur le nombre d'apprentis qu'ils avaient dans leurs usines. Et à la fin, on embauchait 90% des apprentis parce que, bon, des gens qualifiés, il faut vraiment que la boîte soit en mauvais état pour prendre des gens bons, qualifiés, vous les prenez. Donc, si vous voulez, je pense que c'est ça qui nous manque en France. Alors, tout le monde fait des efforts, et je pense que vous avez raison. Hein. Les efforts, ils doivent être par l'État, par les régions, et tout ça, parce que il faut partout faire de la formation. Et ma vision, c'est que il faut mettre les gens au travail. C'est l'urgence absolue. Sinon, on est là pour pas uniquement faire de l'économie, mais pour que les gens vivent bien et tout ça. Donc, il faut leur donner des formations concrètes dans les entreprises. Ensuite, que les entreprises, de mon point de vue, s'engagent. Alors, c'est facile dans les grandes entreprises qui gagnent de l'argent, mais sinon, c'est là où les régions et les autorités locales peuvent aider. Que les entreprises de taille plus modeste donnent une formation un peu plus de culture générale aux gens pour qu'ils s'adaptent à l'évolution technologique. Parce que, si vous voulez, je suis tout à fait ravi de toutes les initiatives qui sont prises en matière de, si vous voulez, d'innovation et tout ça, c'est très très bien. Il ne faut pas penser qu'on va tirer un trait sur la vieille industrie et qu'on va juste faire de l'innovation, parce que tout le monde n'a pas un niveau technique suffisant, etc. Donc, je pense que notre vision industrielle, ça doit être de faire tout ce qu'on dit là sur l'innovation, très bien, et aussi de moderniser à marche forcée notre outil industriel traditionnel. Parce que ce qui préservera l'emploi, et j'ai eu l'occasion de le dire lorsqu'une société nous a visité cette semaine, j'ai dit, écoutez, et ça s'inscrivait dans le cadre d'une politique de filière, si vous faites les investissements, si pour des raisons d'évolution de marché, okay, vos ventes chutent, okay, vous faites des rationalisations. Mais si vous faites des investissements en France au lieu de les faire en Pologne, hein, et que ça préserve l'avenir, et que l'usine française soit très compétitive, j'ai dit, on ne vous embêtera pas trop sur le PSE. Enfin, faites ce qu'il faut pour traiter les gens correctement, mais on ne va pas vous chercher des poux dans la tête administratif. Et c'est ça, parce que ce qui protège l'avenir, c'est que les usines françaises soient performantes. Et donc l'industrie 4.0, pour moi, ça s'applique aussi à la vieille industrie. Ça a été toute ma vie, puisque j'ai travaillé dans la vieille industrie, et j'ai essayé de la moderniser et de faire en sorte qu'on travaille avec des méthodes efficaces. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie, monsieur. Pardon. Non. Ah, le rapporteur. Oui.